La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être présents ce soir et d'être restés. Merci au Théâtre de la Criée de nous accueillir. J'ai l'honneur de vous présenter Gaspard Koenig, qui est philosophe, essayiste, romancier, qui a déjà publié une quinzaine d'ouvrages à peu près. Gaspard Koenig, vous avez fondé un think tank en 2013 d'inspiration libérale qui s'appelle Génération Libre, et je crois que vous en avez cédé les rênes à une autre philosophe, Monique Cantos-Perber. Vous avez aussi en 2021 lancé un mouvement politique nommé Simple pour vous présenter à l'élection présidentielle, donc en 2022. Et malheureusement, faute de parrainage suffisant, vous avez renoncé à ce projet, ce qui vous a peut-être permis d'écrire ce roman que vous venez de publier, Humus, aux éditions de l'Observatoire, qui est sur la deuxième liste du prix Goncourt, qui sera bientôt attribué. Et dans ce roman à la fois très drôle et très sombre, léger et profond, vous mettez en scène une amitié entre deux jeunes ingénieurs agronomes, Kevin et Arthur, issus de milieux différents et qui partagent une passion commune pour les vers de terre. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Jean-Pierre Changeux nous a parlé de souris et de chats, mais Gaspard Koenig nous reparlera de vers de terre. Et à travers donc leur apprentissage, leurs aventures, vous réfléchissez à la nature, à la terre dans sa dimension très concrète, à l'écologie bien sûr, dans ses dimensions à la fois existentielles, sociales, politiques et économiques. Vous vous interrogez sur d'autres enjeux contemporains comme les identités sexuelles ou la mobilité sociale. Donc ce soir, vous avez choisi de nous parler de nature et de liberté. Donc je vais vous laisser la parole. Et je vous retrouve après pour une discussion qui sera suivie d'un échange avec vous. Donc vous pouvez imaginer et poser vos questions à la fin du débat. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. C'est évidemment impressionnant de parler après Jean-Pierre Changeux, dont j'avais lu L'Homme neuronal quand j'étais étudiant, je pense, il y a une vingtaine d'années. Et puis en écoutant sa conférence, je me suis dit que je sais qu'après 15 ans, visiblement, on ne peut plus beaucoup changer. L'épigénétique est un peu bloquée. Et je comprends mieux pourquoi c'est douloureux alors, puisque moi, depuis quelques années, mon cerveau est quand même petit à petit en train d'essayer de changer ses circuits. Puisque pendant 10 ans, ces circuits étaient branchés sur la liberté, la défense de la liberté, la promotion de la liberté, on peut en parler. J'ai beaucoup enquêté sur la liberté, j'ai toujours essayé de mêler la philosophie à la pratique. C'était vraiment ça ce que j'avais envie de faire, après avoir été un peu lassé par la philosophie académique abstraite. Et donc j'ai fait des reportages, j'ai fait aussi des initiatives politiques, mais j'ai fait des reportages, que ce soit pour voir les prisons ouvertes en Finlande, les microcrédits au Pérou, ou les entrepreneurs au Rwanda, bref, pour voir comment, ou d'ailleurs la démocratie directe en Suisse, pour voir comment les gens, ici et maintenant, arrivaient à vivre libres ou plus libres, s'interroger sur la notion de liberté. Bon. Mais effectivement, depuis quelques années, j'ai rencontré la nature, et c'est vrai que la nature, elle remet en cause beaucoup de nos systèmes de philosophie politique. Après tout, tous nos grands systèmes de philosophie politique sont faits pour gérer, organiser des hommes entre eux. Mais des hommes comme des points abstraits, alors plus ou moins
méchants, plus ou moins vicieux, plus ou moins doués d'initiative ou de raison, suivant les philosophies politiques, mais enfin qui sont un peu dans un espace abstrait. Et à partir du moment où on remet ces hommes dans l'environnement et sur le sol, d'où ils viennent, eh bien je pense que ça, de manière assez vertigineuse, crée une sorte de vide philosophique, de vide conceptuel, qui oblige non pas seulement à intégrer l'environnement aux différentes doctrines, mais à repenser l'intégralité de ces doctrines à partir du sol. Donc c'est pour ça que ma conférence de ce soir, elle est presque, j'allais dire, improvisée, puisque moi je cherche ce chemin, et si j'ai justement écrit cette fois un roman, après avoir écrit beaucoup d'essais, c'est parce que autant sur les questions de liberté, j'avais l'impression d'avoir des convictions, d'avoir des messages à porter, d'avoir des choses très claires dans ma tête, autant sur la nature, comme beaucoup d'entre nous, je pense, je suis en pleine errance, en pleine hésitation, et de ce point de vue-là, un roman m'a semblé le vecteur le plus honnête, parce qu'il met en scène la complexité du monde. Donc l'idée, Juliette y a fait allusion, c'est de prendre deux jeunes ingénieurs agronomes qui vont avoir des visions différentes de comment sauver la planète avec des vers de terre, l'un à travers, disons, une morale conséquentialiste, donc en s'intéressant à l'impact de son action et en allant du côté du capitalisme vert, en levant des fonds, en faisant des vermicomposteurs géants, et l'autre plutôt intentionnaliste du côté d'une morale de l'intention, qui va retourner à la terre, essayer de réintroduire des vers de terre dans le champ délaissé par son grand-père, ou plutôt saboté par son grand-père qui avait utilisé, agriculteur conventionnel, qui avait utilisé les pesticides en vogue à son époque, et qui petit à petit se radicalise dans une forme de néo-ruralité qui devient très politique. Et je les expose ensuite aux impasses, comme dans un roman d'apprentissage du XIXe siècle, aux impasses, aux compromis qu'ils doivent passer, aux erreurs qu'ils font, bref, à la vie qui tout d'un coup est confrontée à leurs grands idéaux. Enfin, tout ça pour vous dire que moi-même, je ne sais pas trop qui je suis entre les deux, et que au moins le roman a l'honnêteté de le reconnaître. En revanche, la chose qui est incontestable, c'est le titre du livre, et c'est là-dessus peut-être que je vais construire cette conférence, Humus, puisque ce qu'on sait, et là il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont nous pratiquons l'agriculture en particulier, mais aussi dont nous construisons nos villes, nous construisons toutes nos surfaces habitables, est extrêmement dommageable pour les sols. Vous savez que dans les sols qui sont cultivés en conventionnel, 80% des vers de terre ont disparu. Alors, les vers de terre, c'est mignon, c'est drôle, on n'y pense pas, mais enfin, c'est quand même la première biomasse terrestre. C'est l'animal que Darwin a le premier compris, en expliquant qu'il était le laboureur de la terre. Darwin a passé beaucoup plus de temps à expérimenter sur les vers de terre dans son jardin qu'à faire son fameux voyage du Beagle. Et il expliquait que c'était, rejoignant la conclusion d'un rapport scientifique paru il y a 3 semaines, l'animal le plus important dans l'évolution naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il aère les sols, il oxygène les sols, il décompose la nécromasse qui se trouve au-dessus du sol pour fournir des éléments biogènes aux plantes. En fait, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sol et les vers de terre qui en font partie, avec les champignons, avec les bactéries, transforment la mort en vie. C'est eux qui permettent que les feuilles mortes tombent, les cadavres se décomposent, et c'est eux qui retraitent tout ça, et qui permettent ensuite à la vie, à la surface de la Terre, d'exister. Les vers de terre sont la première biomasse au monde. Vous en avez 3 tonnes par hectare. Bon, donc c'est une espèce de vie fabuleuse qui se déroule sous nos pieds, qui est extrêmement complexe. Vous avez plus de 5000 espèces de vers de terre. Et alors pour faire ce roman, je me suis documenté. J'ai été rencontrer des gens à l'INRAE, à AgroParisTech, des géodrillologues, puisque c'est ainsi qu'on appelle les spécialistes des vers de terre. Voilà, maintenant vous le savez. Et ils sont peu nombreux, et ils sont les premiers à reconnaître, et c'est peut-être la marque, Jean-Pierre Changeux ne me contredira pas, d'un grand scientifique, l'étendue de leur ignorance, l'étendue de notre ignorance sur le sol. On sait assez peu comment ça fonctionne. Dans une motte de terre, vous avez des milliards de bactéries. Comment tout ça marche ? Quelles sont toutes ces interactions ? C'est une science, la science du sol, qui est relativement balbutiante. Et le contraste est frappant avec la science du ciel, avec la science des planètes. Depuis que l'homme sait écrire, depuis qu'il fait des recherches, il est fasciné par le ciel. Il construit des télescopes, il investit, il mobilise des milliers de cerveaux, des grands scientifiques, pour essayer de comprendre les trajectoires de ces planètes, pour essayer de décrypter ces étoiles qui, pour ma part, m'ont jamais trop fasciné parce que ce sont des corps morts. Nous recevons, vous le savez, la lumière lointaine. Alors c'est intéressant, mais c'est parfaitement inutile et surtout c'est tout à fait opposé à la vie.
En revanche, ce que nous avons sous nos pieds, nous le connaissons à peine. Dans le Thé et Tête, pourtant, de Platon, Socrate raconte une histoire de Thalès, qui marchait en regardant les étoiles et qui tombe dans un trou. Et là, une servante Thrace, une femme, notons-le, lui dit « Arrête de regarder au-dessus de toi, regarde un peu où tu marches ». Et quelque part, Darwin est le premier à avoir écouté le conseil de la servante Thrace. Et aujourd'hui, la pédologie et la science du sol a seulement une trentaine d'années. Nous sommes au balbutiement de cette science, alors que bien sûr, l'humus, originellement, l'humus, c'est cette couche de terre de quelques dizaines de centimètres qui ceinture notre planète et qui est le fondement de la vie. Alors quand on dit qu'il faut sauver la planète, non, la planète est un caillou relativement inintéressant. Ce qu'il faut sauver, c'est ça. C'est l'humus, c'est pas grand-chose en fait. C'est très léger, c'est très fragile, ça disparaît très vite. Quand vous voyez un tracteur qui fait de la poussière, c'est pas normal. Un sol correctement structuré ne va pas se dilapider en poussière, ne va pas partir comme du minéral, il va rester consistant. Et l'humus, évidemment, c'est là d'où nous venons. L'homme, d'ailleurs, vient étymologiquement d'humus, comme humilité. Toutes les grandes religions nous disent que l'homme est né de la terre, ou de la glaise, ou de la boue, parce que Dieu a soufflé dessus. Et quelque part, ne pas prendre soin de l'humus, c'est être, au sens propre, inhumain. Alors, ça, c'est relativement, si vous voulez, incontestable. Et vous voyez bien que ces découvertes-là, ou cet intérêt pour ce monde-là, vient quand même frapper de manière assez orthogonale les idées qu'on peut avoir sur la liberté humaine, sans même parler du libre arbitre qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et nature et liberté, c'est pour ça que j'essaye de travailler ces deux notions maintenant, et c'est pour ça que je les ai mises en présentation de cette conférence. Elles sont en tension toutes les deux. C'est quand même pas évident. Et ce, sur tous les plans. D'abord, de manière très concrète, très pratique, vous voyez bien que le souci de l'environnement conduit de manière très prosaïque à des restrictions de liberté. Jean Covici nous dit que maintenant, on devra avoir des quotas, par exemple, de voyages en avion, 3 voyages en avion par vie, par être humain sur la planète, pour pouvoir respecter les seuils d'émissions carbone que les scientifiques nous autorisent. Mais aussi, et de manière un peu plus profonde, ces deux concepts sont en tension politiquement, et ce depuis très longtemps. Les libéraux, alors libéraux au sens politique, historique du terme, ne confondons pas ça avec le néolibéralisme économique des années 70, ont toujours été méfiants vis-à-vis de l'écologie. D'abord, ils se sont toujours rappelés que le terme écologie a été inventé par Ernst Haeckel, qui est aussi celui qui a fondé la Ligue moniste, le pangermanisme, qui a beaucoup influencé les théories nazies. Alors je sais qu'on fait dire ça à tout le monde, je ne veux pas revenir au point Godwin ni refaire une polémique style Heidegger, mais enfin, il y a, et je ne dis pas que c'est juste, cette association, mais enfin, ça traîne, si vous voulez, dans l'esprit des gens qui ont combattu pour la liberté, y compris après la Seconde Guerre mondiale, y compris par exemple quelqu'un comme Karl Popper, cette idée que l'écologie est associée à une forme d'irrationalisme, de vitalisme, qu'elle forme une société close, une théorie biologique de l'État. Et c'est pour ça que Popper, historien des sciences, épistémologue, apôtre donc de la société ouverte, celle où des valeurs conflictuelles peuvent coexister au sein d'une même société, celui qui se défiait des utopies, des visions holistes de la société et du monde, quelqu'un de bien si vous voulez. Popper, qui avait une certaine tendresse pour les écologistes après-guerre, s'en détache complètement dans les années 80-90, justement sur ces questions-là. De manière peut-être un peu plus triviale, c'est pour ça que Luc Ferry écrira à la même époque, dans les années 90, le Nouvel Ordre écologique, où il associe l'écologie à un anti-humanisme. Mais tout ça nous pose assez profondément la question de la civilisation. C'est la question de Serge Audier, qui a écrit ce très beau livre, alors justement que Popper avait écrit La société ouverte et ses ennemis. Audier, qui est vraiment un très bon universitaire, écrit La société écologique et ses ennemis, que je vous conseille vivement. Et c'est la question qu'il pose en introduction. Il dit, peut-on avoir une société ouverte, écologique ? Ouverte au sens où, encore une fois, différentes valeurs coexistent. Ouverte au sens où le choix individuel, celui qu'on évoquait, qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, est respecté et aussi multiple que possible. Troisièmement,
idéologiquement, les sociétés libérales dont nous faisons à peu près tous partie, sociétés qu'on considère associations de citoyens éclairés, autonomes, rendus peut-être plus libres ou plus autonomes par l'éducation dont on parlait précédemment, eh bien, elle est déstabilisée idéologiquement par l'intrusion du sol. Je prends un exemple tout bête, mais le droit de propriété, il est avant tout un droit de propriété, il a été conçu historiquement comme un droit de propriété sur la terre. On met la terre dans un cadastre, c'est la solution que propose aujourd'hui Hernando de Soto pour les pays du tiers-monde. Il dit qu'il faut faire des cadastres, il faut que les gens soient vraiment propriétaires de leurs parcelles. Quand les gens arrivent, construisent des bidonvilles, ils n'ont pas de droit de propriété clair, et donc du coup ils ne peuvent pas se développer, parce qu'il y a une incertitude juridique très forte qui pèse. De Soto dit qu'il faut transformer ça en capital. Pour le transformer en capital, il faut donner des droits de propriété. Faites un cadastre, c'est la meilleure solution que vous pouvez offrir, parce que tout d'un coup, ces biens, même s'ils valent peu, valent quelque chose. Ils peuvent ensuite être échangés, ils peuvent ensuite être assurés, ils peuvent être légués, ils appartiennent véritablement à l'individu. Bon, et bien ce droit de propriété sur sa parcelle, que devient-il quand on connaît les milliards de vers de terre, alors peut-être pas de vers de terre, enfin disons de bactéries, disons les millions de millions de vers de terre qui sont dans ce sol. Bref, l'incroyable faune qui constitue cette parcelle. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'homme est propriétaire de cette parcelle, qu'il peut en user, en abuser, puisque c'est la définition du droit de propriété, usus, abusus, fructus, comme il le souhaite? Intuitivement, vous voyez bien que non. Et que même la pensée des externalités avec laquelle le libéralisme a toujours essayé de résoudre la question écologique, en disant, bon, on va calculer le dommage qu'on fait à l'environnement et puis on va l'associer à un prix. Cette vision des externalités, elle ne tient pas devant la complexité des interactions. Il y a tellement d'interactions entre vous et le monde que finalement, la question des biens communs intervient parce que elle permet de régler en fait la complexité des externalités. Et enfin, philosophiquement, et je continue donc sur cette tension entre les deux concepts, philosophiquement, vous voyez bien quand on dit la nature de quelque chose, quand on dit la nature de quelque chose, c'est qu'on lui attribue une essence. Quand on lui attribue une essence, c'est qu'on lui donne aussi des limites. Et notre humanisme, notre civilisation des Lumières, elle a toujours voulu ôter ces limites à l'homme. Quand vous lisez Pic de la Mirandole, fondateur un peu, ou grand, disons, figure de l'humanisme, Pic de la Mirandole, c'est un transhumaniste avant l'heure. Il vous explique que justement, le propre de l'homme, c'est de n'avoir pas d'identité. Le propre de la définition de l'homme, c'est de n'avoir pas de définition. Que l'homme peut se recréer, peut se réinventer, qu'il peut le devenir animal, bête, ou bien Dieu, être sensible, ou bien être intelligible, qu'il peut, au fond, s'affranchir de son donné biologique. Et que nous propose aujourd'hui le transhumanisme, cette idée d'une singularité où le neurone, le silicium s'associent. Je ne dis pas que c'est ni faisable, ni souhaitable, mais ce qu'il nous propose, c'est justement une vision de l'avenir où l'on peut s'affranchir complètement de ce que nous a donné la biologie, du genre, du sexe, du corps qu'elle nous a donné. On peut tout stocker sur une carte mémoire et au fond tout décider nous-mêmes. Et bien, vous voyez bien que ça s'oppose fondamentalement avec l'idée d'un corps biologique fini, avec les contraintes dont parlait aussi Jean-Pierre Changeux, qui au fond ne sont pas modifiables. Est-ce qu'il faut se satisfaire de ces contraintes? Voilà, donc ça c'était pour l'embarras dans lequel nous nous trouvons, mais qui je pense explique aussi que politiquement, les gens n'arrivent pas encore à intégrer le sujet écologique parce qu'il remet en cause énormément des systèmes de philosophie politique sur lesquels tout de même nos sociétés et puis nos grands partis sont fondés. Et maintenant qu'on a dit ça, je pense que quand vous regardez un peu de loin intuitivement ces deux termes, et puisqu'on parle de nature, laissons un peu de place à l'intuition, sortons un peu du concept. Quand vous pensez à nature et liberté, intuitivement, vous vous dites, il y a quand même quelque chose de commun à ces deux mots. Élisée Reclus parlait du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. Vous voyez bien, ce sentiment de la nature, c'est aussi évidemment un sentiment de liberté. Une promenade en forêt, c'est une expérience de liberté. Qui peut dire le contraire, sans mettre de grandes analyses philosophiques derrière ça? Qui n'a pas le sentiment en forêt de respirer, de pouvoir errer, de pouvoir choisir son chemin sans se justifier auprès de personne? Alors je vais demander à quelques philosophes et scientifiques de nous éclairer sur ce sentiment de liberté
et par exemple ce sentiment de liberté qui vient dans la forêt. Le premier, le plus évident, c'est Jean-Jacques Rousseau, dans ses rêveries du promeneur solitaire, qui parle de ça. Il me semble que sous les ombrages d'une forêt, je suis oublié, libre et paisible, comme si je n'avais plus d'ennemis. Donc au fond, pour lui, cette liberté-là, elle est aussi due à la possibilité d'être en dehors de la société, à la société anthropique. À un moment donné, dans les rêveries du promeneur solitaire, il dit, il s'émerveille d'arriver dans un bois que l'homme n'aurait pas touché, dans une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui une forêt primaire. Bon, vous savez qu'il n'y a plus de forêt primaire en Europe, à part dans les Carpates et puis un peu en Pologne. Mais tous les paysages que l'on voit en Europe, sont des paysages qui sont aujourd'hui intégralement fabriqués par l'homme. Enfin bon, il imagine ça, il dit « je suis comme Christophe Colomb, j'arrive dans un nouveau monde, je découvre cette forêt ». Et puis à ce moment, il entend un bruit, et ce bruit, c'est le cliquetis d'une fabrique. Bref, c'est un bruit d'usine, on est au tout début de l'industrialisation. Et là, il dit « quelle horreur, les hommes me rattrapent, et je suis certain que dans cette usine, on médit de moi, et que mes ennemis ont comploté quelque chose ». Et puis voilà, il repart dans son délire de persécution. Donc bref, pour lui, au fond, ce sentiment de liberté, il est aussi lié à une forme de misanthropie. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre, un peu moins misanthrope, mais tout aussi radical, qui s'appelle Henry David Thoreau. Thoreau, est-ce que le nom vous dit quelque chose? C'est celui qui a écrit Walden, La vie dans les bois. C'est celui qui, et ce n'est pas une coïncidence, c'est aussi à l'origine du concept de désobéissance civile. On se trouve au milieu du 19e siècle américain, dans le mouvement du transcendantalisme, donc une forme de romantisme outre-Atlantique. Et Thoreau est connu pour avoir construit cette cabane dans les bois, près du lac Walden, et pour rechercher en toute chose la simplicité. Il a ce cri dans Walden, simplicité, 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 donc il essaye de se dépouiller, de vivre, comme il dit, la vie à l'os, de retirer tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. À un moment donné, quelqu'un du village vient lui apporter un paillasson, il dit bah non, mais à quoi ça sert finalement un paillasson? Je peux utiliser les pierres qui sont là, et puis voilà, ça fera le bon usage. Donc vous voyez, dans les détails les plus concrets, les plus pratiques, il essaye d'ôter tout ce qui n'est pas important pour sa survie, et donc de devenir libre par une forme de dépouillement, à la fois matériel, économique et aussi spirituel, puisqu'il va passer des heures à contempler, et ça donnera d'ailleurs des pages très poétiques, les rayons de l'aube sur le lac de Walden, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que Thoreau, lui aussi, il entend un bruit. Il entend aussi, comme Rousseau, le bruit des hommes. Seulement, c'est le bruit d'un train. Et on pourrait penser qu'il est très incommodé. Eh bien, pas du tout. Il a des pages tout à fait contre-intuitives où il dit « c'est merveilleux, ce bruit de train qui se marie avec le chant des oiseaux. Et puis j'imagine ces hommes qui bougent, cette liberté de mouvement qui est aussi une forme d'évasion. » Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on voit bien que Thoreau, lui, n'est pas misanthrope. Il arrive à associer l'action de l'homme avec la contemplation de la nature. Et donc, il définirait moins sa liberté par la solitude. Et d'ailleurs, dans sa cabane, contrairement à ce qu'on imagine souvent, il n'est pas tout à fait seul. Il met deux chaises pour recevoir des amis, pas plus d'un, dit-il. De temps en temps, il va à la taverne le soir, il fait quelques kilomètres en forêt, il revient. Enfin bon, bref, Thoreau reste dans sa société. Ce n'est pas un ermite, c'est très différent. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, justement. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui caractérise la liberté, sous une forme peut-être, j'y viens, vous voyez, j'y glisse doucement, plus stoïcienne, c'est la simplicité et le dépouillement. Et puis, on peut superposer à ça une explication plus scientifique, et là j'en appelle un neuroscientifique, un autre, sans doute un collègue de Jean-Pierre Changeux, qui s'appelle Michel Levanne-Cuyenne, qui a écrit un livre que moi j'ai trouvé très éclairant sur cerveau et nature, et qui essaye d'analyser de manière biologique, scientifique, les impressions que nous donne la nature. Ah bah oui, on aime le bruit des vagues, ah oui, on aime l'air pur, etc. Tout ça, c'est un peu des platitudes, mais en fait, lui, il va regarder ce qui change dans le cerveau, les effets physiologiques de l'environnement, et en tirer des explications pour dire, bah, si nous avons cet instinct, si cet instinct est en nous, il y a aussi des raisons matérielles pour cela. Et donc, s'agissant de la marche en forêt, il explique, et là, bon, je ne vais que vous donner les termes scientifiques sans pouvoir vous les expliquer, mais qu'elle augmente l'activité parasympathique, c'est-à-dire qu'elle ralentit la physiologie, elle calme. Elle reçoit aussi des phytoncides. Les phytoncides, c'est des particules qui sont émises par les arbres et qui visiblement ont un effet bénéfique sur notre système immunitaire. Elle permet à certaines zones d'activité du cerveau
de baisser en intensité, donc de baisser la rumination d'idées sombres, etc. Bon, tout ça pour dire que d'un point de vue à la fois, au fond, poétique, philosophique, mais aussi scientifique, on trouve cette connexion entre nature et liberté, nature et libération. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est peut-être pas un hasard si dans l'histoire de la philosophie politique, les gens les plus avides de liberté, comme Alexis de Tocqueville, pareil au milieu du 19e, ont aussi été parmi les premiers écologistes. Tocqueville, c'est peu connu, écrit 15 jours dans le désert quand il revient de son grand voyage en Amérique, où il raconte sa promenade dans les forêts du Michigan, sous la canopée primaire, où il a des accents lamartiniens, en s'émerveillant de la beauté des choses naturelles, de la simplicité des tribus sauvages qui y sont encore. Et il a déjà cette espèce de nostalgie anticipée en disant tout ça va disparaître. L'industrie va faire disparaître tout ça, et nous jouissons d'une nature première qui bientôt va tomber sous les coups des tronçonneuses. Et effectivement, l'histoire lui donnera complètement raison. Bon, alors, donc là, c'était juste pour dire que voilà, il y a ce sentiment intuitif. Et maintenant, pour essayer d'approfondir le concept, je vous propose, et de voir comment de la nature et de notre rapport à la nature surgit la liberté, je vous propose une expérience de pensée sur un objet de la nature qui est le pommier. Et je vais rechercher 3 manières, dans les textes philosophiques classiques, d'aborder ce pommier et voir s'il ne peut pas nous aider à penser la liberté. Alors, ma première expérience de pommier. Alors, c'est un peu un poirier, mais visiblement, ça dépend des traductions du latin, donc disons que c'est un pommier. Mais bon, il reste connu quand même sous le nom de poirier, puisque c'est le poirier de Saint-Augustin. Ça vous dit peut-être quelque chose dans les Confessions de Saint-Augustin. Donc, vous savez, Saint-Augustin, au début de sa vie, et donc, on est, je pense, au IVe siècle après Jésus-Christ, il vit près de Carthage, et c'est un adolescent turbulent, compliqué, qui a une sexualité très, très frustrée, très bizarre, et il en parle beaucoup dans ses confessions. Donc, il peut assumer ses propos. Et puis, à un moment donné, il raconte qu'il se balade avec sa bande de voyous. Et que font ces voyous? Ils vont arracher les fruits d'un arbre, donc possiblement un poirier ou un pommier, et puis les manger n'importe comment, les jeter aux cochons et puis s'en aller. Et il considère que ça, c'est une faute terrible. C'est une faute terrible, qu'il en a une culpabilité pour toujours, qu'il a offensé Dieu, qui avait, au fond, fait pousser ses fruits pour être utiles, et qui ont été dévastés, et que le pire, c'est qu'il avait conscience de sa faute, et qu'il prenait du plaisir à fauter. Et on voit bien que c'est donc cette expérience traumatique originelle, donc vous voyez que quand même les bêtises des ados du temps de Saint-Augustin sont à relativiser par rapport à notre époque, parce qu'on parle de voler des poires, mais bon, enfin... Et il en tire une énorme culpabilité et qui est très liée à son refus de la chair en général. Saint-Augustin, avec toute sa sexualité bizarre, finit par refuser complètement la sexualité, y compris dans le mariage. Il dit tout ça, c'est des péchés terrestres. Terrestres. Donc déjà, la terre commence à apparaître avec Saint-Augustin dans la doctrine catholique comme quelque chose de sale, de vicié. Ce qui est important, c'est le ciel, de voir le ciel, à la fois métaphoriquement et au fond très concrètement. J'en profite pour dire que c'est Saint-Augustin qui a introduit dans la doctrine catholique la notion de péché originel, qui n'est pas explicitement dans la Bible. Et donc il y a ce péché de chair qui angoisse Saint-Augustin, et vous voyez bien qu'il est très lié à la jouissance qu'on tire des fruits de la nature. Jouir de la nature, c'est déjà pour lui offenser Dieu, et c'est peut-être nous ouvrir aussi une philosophie très dure, philosophie de la repentance, une philosophie qui du coup politiquement est aussi une philosophie très autoritaire. Et j'aimerais opposer à... Et puis, c'est ne pas comprendre, au fond, la nature, parce que vous savez pourquoi on a envie de manger des fruits, pourquoi les fruits sont bons. Eh bien, parce que c'est une stratégie mise en place par certains arbres dans l'évolution naturelle pour transporter les graines, que les mammifères les mangent, qu'ils aillent déféquer 100 mètres ou 1 kilomètre plus loin, et que donc, l'espèce couvre un territoire plus important. D'autres arbres mettent en place d'autres stratégies à l'aide du vent, mais enfin, le bon fruit, le fruit juteux, c'est un appel auquel, si nous voulons suivre les lois de l'évolution naturelle, nous ne devons pas résister. Et à ce pommier de Saint-Augustin, j'aimerais opposer les
cognacier de Giono. Alors ça va peut-être être un peu long, mais enfin, peut-être juste je vous dis de manière un peu très éludée qu'au début du Virgile de Giono, qui est un très très beau texte, il y a cet épisode du vol des coings, où Giono et ses copains, alors tout ça est évidemment complètement inventé comme toujours chez Giono, vont voler les coings à la récré, et que c'est formidable. Et il dit c'est le vol le plus pur, le plus poétique, on est ivre de coings, ivre de cette vie, ivre des fruits. Alors il y en a qui tombent par terre, ils n'arrivent plus à étudier après. C'est comme s'ils avaient été à la taverne, parce qu'ils ont mangé tous ces coings. Et Giono, je suis absolument certain qu'il avait en tête le texte de Saint-Augustin. Giono est un philosophe incroyable. Quand il écrit Un roi sans divertissement, c'est un commentaire de Pascal inouï. Mais là, il nous dit l'inverse. Il nous dit qu'il faut voler les fruits. Il faut voler les fruits d'abord parce que le grappillage, le glanage sont autorisés, toujours aujourd'hui, depuis un édit de Henri II, je crois, qui est toujours en vigueur. On a le droit de prendre des fruits parce que c'est au fond l'intuition, l'instinct le plus naturel. Et vous voyez bien qu'il y a chez Giono, à travers cette jouissance du coing, aussi une acceptation très forte, et c'est très explicite dans ce texte-là, de la chair, des plaisirs de la chair. Donc il y a une forme de réconciliation aussi avec le corps. Ça, c'était mon premier pommier. Le deuxième pommier, c'est celui de Locke. John Locke, on revient au droit de propriété, puisque c'est un des grands penseurs du droit de propriété du XVIIe siècle, fondateur aussi d'un des grands contrats sociaux de la période. Et Locke se demande, quand on voit une pomme, qu'on prend une pomme, à partir de quel moment on devient propriétaire de la pomme. Est-ce que c'est quand on la voit, on est le premier à l'avoir vue par exemple? Est-ce que c'est quand on la prend, quand on l'arrache ou quand on la mange? Et finalement, en fonction de la réponse que vous donnez, vous avez des philosophies politiques très différentes qui s'ouvrent à vous. Si vous dites c'est quand on la voit, c'est, au fond c'est la loi de la jungle, c'est le premier qui l'a vue. Lui, il dit c'est quand on la prend. Parce que quand on la prend, on a fait un effort. Quand on a fait cet effort, on a mêlé son corps à la nature, on a mêlé son corps à l'environnement. Et comme on est propriétaire de soi-même, eh bien, on transfère quelque part cette propriété à la pomme, on se l'approprie. Et vous voyez que c'est aujourd'hui, je regardais il y a 6 mois, les agriculteurs ont brûlé les pommiers. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce que les prix de revient sont tellement ridicules, enfin les prix de la tonne de pommes sont tellement ridicules pour le producteur par rapport à la chaîne de transformation ensuite, que ça vaut même plus le coup d'avoir des pommiers, donc ils ont mené des actions un peu spectaculaires. Mais ça veut quand même dire quelque chose, ça veut dire que quand on a travaillé la terre, comme on dit, quand on a fait pousser le pommier, quand on a pris le soin de faire la récolte, quand on a donc mêlé son corps à la nature, il y a une forme d'appropriation légitime. Cette appropriation légitime chez Locke vient avec une limite, qu'on appelle parfois le proviso de Locke. Cette limite, c'est qu'on ne doit pas gâcher. Si on prend plus de pommes qu'on ne peut échanger, plus de pommes qu'on ne peut manger, alors ce n'est plus légitime, parce qu'on prive les autres de ces pommes. Et donc il y a quelque chose de très intéressant à penser chez Locke aujourd'hui, je pense, et à partir de cette expérience de la nature, qui est à la fois une économie ouverte, une économie de marché, où oui, on peut s'approprier des choses et les échanger ensuite sur un marché, mais où les limites de ce marché sont au fond le gaspillage, alors même que le gaspillage est au cœur de toutes les chaînes de distribution de l'époque actuelle. Et puis, ça ouvre... Bon, mais ça, j'ai pas le temps. Déjà que j'ai plus le temps du tout, donc... Bon, mais je vais quand même vous parler du troisième pommier, qui est le pommier de Thoreau. On retrouve Thoreau. Et Thoreau écrit un petit texte, qui est le dernier texte qu'il publie dans sa vie, sur les pommes sauvages. Alors ça, c'est magnifique. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver des pommes sauvages. Moi, j'habite en Normandie, j'ai demandé à mes voisins, y compris arboriculteurs, fabricants de calva, etc., on peut trouver des pommes sauvages que personne ne sait. Les pommes acides, les petites pommes acides sont probablement ce qu'il y a de plus proche d'une pomme sauvage. Thoreau, lui, à son époque, aux États-Unis, il trouve encore des pommiers sauvages. Alors d'abord, il explique que le pommier sauvage, il pousse de manière tout à fait sensationnelle. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour faire pousser un pommier, il faut le protéger évidemment des animaux qui vont tout de suite lui manger les branches et le tronc. Et donc, on le met dans un corset en fer jusqu'à temps qu'il pousse. Dans la nature, il n'y a pas de corset en fer. Alors, que fait le pommier? Il pousse à l'horizontale pendant 10 ou 20 ans. Vous voyez, il prend le temps avant de faire des pommes. Il pousse à l'horizontale et du coup, il constitue sa propre barrière, son propre corset. C'est une sorte de petit buisson, épineux d'ailleurs, qui empêche les animaux de s'approcher jusqu'à son cœur. Et une fois qu'il a construit pendant 20 ans ce buisson,
il fait pousser un tronc au milieu, d'où émergent les pommes sauvages. Mais comme dit Thoreau, vous voyez, ces pommes, ce pas les pommes domestiques qui sont nées tranquilles, bien protégées, et puis on peut imaginer bien arrosées, bien engraissées, etc. Celles-là, elles ont vraiment dû souffrir, elles ont vraiment dû travailler pour arriver jusqu'à l'existence. Du coup, elles sont plus petites, elles sont plus dures, elles sont plus âcres, elles sont plus acidulées. Et Thoreau a deux réflexions formidables. Premièrement, il dit « Je m'effraie d'un monde où il n'y aura plus de pommes sauvages, c'est-à-dire d'un monde où nous aurons tout anthropisé, où il n'y aura plus d'externalité par rapport à l'action de l'homme. » Et c'est un peu, je trouve, claustrophobique aujourd'hui quand on pense à l'Europe, et bientôt sans doute à la planète, d'imaginer qu'aucun espace, presque qu'aucune espèce, est épargnée par l'action de l'homme, comme si nous n'avions plus d'horizon, de dehors, de quelque chose à partir duquel nous pouvons nous regarder nous-mêmes. Et puis sa deuxième réflexion, c'est dit, cette pomme, en fait, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, elle n'est pas bonne. Mais après, il se dit, peut-être qu'elle n'est pas bonne parce que moi, je suis trop civilisé. Il dit, pour apprécier cette pomme, il faut avoir marché pendant des heures, sous la pluie, dans le vent, s'être déchiré la peau aux épines et aux ronces, enfin accéder à la pomme. Et là, notre corps sera dans une telle constitution physiologique qu'il nous permettra d'apprécier le goût de la pomme, parce que nous serons redevenus nous-mêmes un peu sauvages, semi-sauvages, que nous aurons redéveloppé ce goût sauvage qui nous permet d'apprécier la pomme sauvage. Et vous voyez bien que c'est exactement la même chose que cherche Thoreau dans sa théorie politique de la désobéissance civile. La désobéissance, vous savez quoi, je finis avec la désobéissance civile, je passe tout le reste parce que c'était trop bien. La désobéissance civile chez Thoreau, c'est Thoreau qui, à un moment donné, juste après d'ailleurs son retour de la cabane en forêt, voit passer le précepteur d'impôts qui lui demande de payer la poll tax. Il refuse parce que payer la taxe, c'est contribuer aux dépenses de l'État esclavagiste américain et contribuer aussi à la guerre contre le Mexique. Donc il dit, comme je ne cautionne pas ça, je ne veux pas payer pour ça. Ce n'est pas tellement un acte politique militant, et c'est très intéressant pour comprendre les actions des désobéissances civiles menées par les écologistes aujourd'hui. C'est pour pouvoir se regarder lui-même, conserver sa dignité. Ce n'est pas tellement une action, c'est une non-action. Je ne veux pas agir, je ne veux pas participer à ça. Vous ne pouvez pas me forcer à participer à une action injuste, donc je ne paye pas. Donc il va en prison. Alors bon, c'est comme la cabane, hein. On a beaucoup parlé de la prison de Thoreau, mais il reste une nuit parce que sa tante va payer ensuite l'amende et la caution. Bon. Mais il sort de prison. Et là, il va immédiatement cueillir des érelles. Donc des érelles sauvages, on peut imaginer. Cueillir des érelles. Et il dit, de ce lieu-là, on ne voyait pas l'État. Vous voyez, il commence par la cueillette des pommes sauvages qui font ressortir ce que nous avons d'encore sauvage en nous. Il demande cette extériorité à l'homme que sont les pommes sauvages, et de même manière en politique, il demande une extériorité par rapport à la société et à l'État. Un lieu, une marge, d'où on voit d'autant mieux l'État qu'on n'y est plus inclus. Et il dit d'ailleurs, nos politiques, etc., le problème, c'est qu'ils sont trop dans l'État, dans le gouvernement, dans le système de loi, pour pouvoir le voir. Et je vous ai dit au début, Thoreau n'est pas un misanthrope. Il ne veut pas rejeter la société humaine. Mais ce qu'il demande, c'est cette possibilité à la fois agronomique et politique de faire des allers-retours entre la civilisation et la sauvagerie ou la semi-sauvagerie. Et c'est à cette condition, bien sûr, qu'il pourra transformer cette société dans un sens qui précisément prendra en compte le soin que nous devons à la nature. Bon, donc, je ne sais pas quoi sacrifier, mais par rapport au débat, tout ça nous amène à quoi? Donc à trois notions de liberté qui nous viennent du pommier. Cette idée que, d'abord, il y a, après 2000 ans de judéo-christianisme augustinien, peut-être un effort à faire, même si c'est largement fait depuis le dernier siècle, même si vous n'êtes pas d'accord, enfin passons, pour se réconcilier avec l'idée de jouissance. Et dire, en fait, c'est bien de jouir. À la fois de jouir des fruits, de jouir de soi, de jouir du corps de l'autre. Il y a aussi l'idée que l'appropriation et les échanges
viennent de la nature elle-même, mais sont limitées par cette même nature. Et il y a enfin cette idée de conserver des espaces de sauvagerie, d'où apprécier notre civilisation. Et donc vous voyez bien que la notion de liberté qui émerge là, ce n'est plus la liberté de pouvoir tout faire, la liberté d'agir sur le monde, qui est un peu la manière dont on se la représente intuitivement aujourd'hui, la liberté utilitariste, pouvoir aller n'importe où, pouvoir penser n'importe quoi, pouvoir n'être rien et être tout. C'est au fond plutôt la liberté stoïcienne, j'en parlais au début, ce que Montaigne appelle le pouvoir sur soi. Possibilité d'être au contraire imperméable aux circonstances extérieures, simple et recueilli en soi-même, comme taureau dans la forêt, et donc d'avoir une indépendance par rapport aux aléas, aux incidents, aux accidents, qui nous rend libres, comme dans une marche en forêt. Et je pense que, en reprenant cette définition, il y a toute une forme d'écologie politique à construire, même si vous voyez bien que je n'ai pas des avis encore très tranchés sur ces questions-là. Mais il y a la première ligne de fracture que j'aimerais souligner, c'est qu'on parle beaucoup de planification écologique aujourd'hui, et que d'ailleurs tout le monde semble d'accord, y compris ELV. La planification est aux antipodes de la pensée écologiste originelle, que ce soit celle de Thoreau, que ce soit celle d'Élisée Reclus, que ce soit celle de Gortz ou de Illich dans les années 70, tous ces gens-là, avec plein de nuances différentes, sont des décentralisateurs. Ils pensent que la solution, c'est de responsabiliser l'homme en le mettant directement en contact avec son environnement, c'est-à-dire dans des communautés à échelle, à petite échelle, qui doivent prendre soin de leur écosystème parce qu'ils voient directement les conséquences de leur action dans ceci. Et Gortz dit de manière très explicite, le jour où l'État va commencer à prendre en charge la distribution du carbone, etc., pour sauver l'espèce humaine, c'est que c'est déjà trop tard. C'est le symptôme que nous avons cessé d'être écologistes au fond de nous. Et le fondateur de l'écologie profonde, Arne Naes, Deep Ecology, dira exactement la même chose. Alors oui, il y a de la subsidiarité, oui, pourquoi pas que l'État fasse une taxe carbone, etc. Mais le chemin, la transition, comme on dit, ne pourra jamais s'effectuer s'il n'y a pas une transformation à la fois individuelle et communautaire du rapport à la nature et à l'environnement qui va quasiment frontalement au sens inverse de la planification. Parce que vous voyez, au nom de la planification écologique, on pourrait vous dire qu'il faut tous nous mettre dans des villes et des immeubles parce qu'il y a plus de synergie en termes de carbone, et puis rewild le reste, on renature le reste. Alors que dans la pensée d'un Thoreau ou d'un Reclus, au contraire, l'homme, il peut aider la nature, il peut accélérer l'évolution naturelle, il peut être un facteur positif pour la biodiversité, à condition d'être inclus dans son environnement, et donc de trouver une forme d'autonomie au niveau local. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut s'appliquer aux villes. Je rappelle que Paris était quasiment autonome en alimentation au milieu du XIXe siècle, alors même qu'il y avait plus d'habitants qu'aujourd'hui, parce que les maraîchers de la Petite Ceinture venaient aux halles et récupéraient le crottin et la fumure humaine pour faire de la culture bio-intensive dans leur potager. Le bio est intensif, le bio peut être hyper intensif, c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette idée qu'il y a des cultures intensives et des cultures extensives est tout à fait fausse. On sait aujourd'hui, sur des espaces extrêmement réduits, avoir des rendements beaucoup plus forts en bio qu'en conventionnel. Bon, mais là, pardon, je déraille un peu. Bon, et donc, premièrement, voilà, cette ligne de fracture entre planification et décentralisation me semble importante pour penser une écologie deep, enfin une écologie véritable, et retourner au fond à ce qu'était l'essence même de l'écologie, qui est avant tout une transformation des comportements et du rapport à l'environnement, plus qu'un calcul comptable des émissions carbone. D'ailleurs, je vous propose une expérience de pensée. Si on arrivait à faire une espèce de super solution de géo-ingénierie où toutes les particules de carbone surnuméraires seraient envoyées sur Mars avec conduite par Thomas Pesquet, et que le problème du carbone serait réglé, voilà, que les températures seraient désormais stables, est-ce que la question serait réglée? Pas du tout. Est-ce que mes vers de terre seraient ressuscités? Pas du tout, parce que nous avons un rapport qui est aujourd'hui précisément un rapport bureaucratique à la nature et au sol. Et donc, dans ces lignes de fracture que je mentionnais,
il y a la décentralisation et la planification. Il y a le bio-intensif et la culture conventionnelle, en disant que l'intensif n'est pas du tout du côté de la culture qui utilise des intrants extérieurs, chimiques. Et il y a aussi, peut-être je finirai par là, une forte dissociation à faire entre le progrès technique, l'innovation d'un côté, et la science de l'autre. Moi, j'avais fait j'avais fait une espèce de longue enquête sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui était très centrée sur la question des neurosciences et l'intelligence artificielle et le libre arbitre. Bon. Et donc, j'avais vu tous ces gens de la tech, etc. C'est pour ça qu'après, je suis parti faire un voyage à cheval. Aujourd'hui, il y a quand même une espèce de pensée follement binaire qui consiste à imaginer que l'innovation est toujours vertueuse, que c'est l'innovation, donc c'est bien, donc c'est le progrès. On peut tout à fait être favorable au progrès, tout en considérant que ce progrès va définir des valeurs selon lesquelles nous allons juger des différentes innovations et éventuellement les rejeter. Et qu'une société démocratique peut renoncer à certaines innovations techniques. Les spécialistes des vers de terre sont les premiers à dire que la vraie science, aujourd'hui, va à rebours de la technoscience. Je viens de co-signer un article dans Le Monde avec des vrais scientifiques, donc moi j'étais juste le prétexte médiatique, pour l'interdiction du glyphosate. Parce que, simplement, le glyphosate, il est reconnu scientifiquement, justement, qu'il abîme les sols. Je ne détaille pas parce qu'il empêche les vers de terre de se reproduire, etc. Et donc c'est une innovation qui n'est pas vertueuse d'un point de vue scientifique. Et cette capacité démocratique, nous l'avons. La technologie ou les innovations ne sont pas des fatalités. Et j'aimerais citer, peut-être pour finir, ce livre merveilleux de Graeber et Wengrow, qui est traduit en français sous le titre « Au commencement était », qui est vraiment un livre, vraiment s'il y a un livre à lire des 10 dernières années, lisez celui-là, Graeber et Wengrow, parce que sur la base des dernières recherches de l'anthropologie et de l'archéoanthropologie, ils refont l'histoire humaine comme vous ne l'avez jamais vue. C'est un livre merveilleux et qui est très déstabilisant. Et ils disent, on nous a vendu cette espèce de fatalité. On a inventé la roue, donc on a inventé les outils, donc il y a eu l'agriculture, la sédentarisation, puis les villes, puis la bureaucratie, puis les États-nations, puis la guerre, puis l'Europe, puis Bruxelles et la BCE. Non. Les premières innovations technologiques ont été diversement acceptées par les différentes sociétés. Ils disent ce qui était merveilleux dans ce monde des sociétés premières, c'était leur diversité, on pourrait quasiment dire idéologique. Il y avait un imaginaire social qui fait que les sociétés avaient des valeurs très très différentes. D'abord, ils disent qu'elles n'étaient pas toutes égalitaires, comme on tend à nous le faire croire. Il y avait des matriarcats, il y avait des patriarcats, il y avait des aristocrates, il y avait plein de choses. Mais il y avait beaucoup d'expérimentation, et il y avait des sociétés qui changeaient. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le rapport à la technique? Ça veut dire que quand les outils agricoles sont arrivés, il y a des sociétés qui ont dit super, ils sont sédentarisés, basta. Il y en a d'autres qui ont dit on essaye, on dit finalement pas génial, ils sont redevenus nomades. Il y en a qui ont dit les autres, les uns font ça, donc nous on va faire l'inverse, j'appelle ça schismogénèse. Et puis il y en a qui ont dit tiens, on va faire un peu des deux, nomades 6 mois par an, sédentaires 6 mois par an. Mais ce qui est très important, ce que nous disent Graeber et Wengrow, c'est qu'anthropologiquement, nous sommes parfaitement capables, notre imaginaire social est ce qui nous définit comme hommes, et cet imaginaire social est capable de maîtriser et de donner des directions aux technologies qui surgissent. Et je finirai en concluant sur la question que vous allez commencer à me poser, êtes-vous optimiste, en répondant d'emblée, comme Arne Naes, le fondateur de l'écologie profonde que je citais auparavant, qui répondait à cette question en disant « Oui, je suis optimiste pour le 22e siècle ». Disant qu'au fond, sur l'échelle géologique, on peut être très optimiste. Les vers de terre sont certes décimés dans les sols cultivés en conventionnel, mais à un moment donné, il n'y aura plus de culture en conventionnel parce qu'il n'y aura plus d'intrants chimiques, parce qu'on aura vidé toutes ces réserves-là. Et à ce moment-là, dans ces sols-là, il reste toujours un peu de vers de terre. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et il suffit de les laisser tranquilles, de ne rien faire. Pendant 10 ou 15 ans, on parlait de la désobéissance civile, comme l'idée de ne rien faire, de ne pas participer, plutôt que de faire quelque chose pour transformer le monde. Il suffit de ne rien faire, en 10 ou 15 ans, vous avez de nouveau un sol parfaitement fertile. Regardez Tchernobyl. Tchernobyl est une région où l'homme n'a plus le droit d'aller. Vous avez aujourd'hui, donc depuis 40 ans,
la première réserve naturelle de biodiversité d'Europe. Les espèces sauvages comme les chevaux de Przewalski, bon, vert et bleu, mais à part ça, qui y prospèrent. Le béton soviétique est complètement craqué par les arbres qui dépassent la ville. Bref, vous avez en 40 ans une petite forêt primaire qui est en train de réapparaître à Tchernobyl. On dit que si on arrêtait de pêcher pendant 1 an, la population de poissons dans les océans retrouverait son niveau d'avant l'industrialisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'échelle géologique, à l'échelle et sur le 22e siècle et demain, on peut être extrêmement confiant dans le fait que, au fond, l'espèce humaine s'autorégule comme toute espèce endémique. Mais le problème, évidemment, que nous avons à affronter, c'est la nature de cette autorégulation qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, n'est pas très joyeuse. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. Merci Gaspard Koenig pour cette très riche conférence. J'aimerais tout de suite rebondir sur le dernier mot, le mot qui a conclu votre prise de parole. C'est l'adjectif joyeuse. Et c'est un sentiment qu'on ressent vraiment à vous lire, à lire Humus, qui est, comme je l'ai dit au départ, très drôle. Et on sent que vous avez mis beaucoup de joie dans ce texte qui vient de votre rapport à la nature, de ce que vous venez d'exposer. Donc certes, c'est un roman, ce n'est pas un essai comme vous l'avez dit. Vous avez dit que vous étiez pas sûr de votre position, que vous oscillez entre ces deux personnages, donc Kevin et Arthur. Mais quand même, cette écologie politique telle qu'elle existe aujourd'hui, sous sa forme partisane éventuellement, est-ce qu'elle vous semble beaucoup trop triste? Est-ce qu'elle vous semble dominée par la collapsologie, par tous ces discours sur la fin du monde qui nous entourent, qui nous oppressent parfois, qui nous inquiètent? Et oui, donc en quoi c'est important, et cette joie, je crois qu'elle est vraiment au cœur de l'écologie profonde. Donc est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette idée, s'il vous plaît? Ah oui, merci pour la question. Tout à fait. D'abord, je suis content, ce livre est joyeux. C'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à revenir au roman. Et effectivement, Arnaès, fondateur de l'écologie profonde, donc, écrit qu'un écologiste qui n'est pas joyeux n'est pas un vrai écologiste, au fond. Parce que lui, mais enfin ça vient de quelque part philosophiquement, parce que lui c'est un spinoziste, il a beaucoup travaillé sur Spinoza, et chez Spinoza, les affects tristes sont en fait des affects qui sont pas complets, qui n'ont pas été assez loin dans la connaissance. Et à partir du moment où on connaît quelque chose, eh bien naturellement, l'affect triste se transforme en affect positif, et l'affect positif se transforme en puissance d'agir. Et donc, il y a une joie qui est liée à un certain rapport écologique à la nature, mais aussi au monde ou à autrui, c'est-à-dire quelque chose qui est très existentiel et qui concerne notre vie en général, pas seulement les arbres, les plantes ou quoi. Et en fait, c'est la précondition pour toute action écologique, c'est effectivement cette transmutation des passions tristes en joie. Alors c'est facile à dire, mais enfin bon, en lisant Naès, en lisant Spinoza, on peut aussi faire son propre chemin. Et effectivement, et par ailleurs, l'action avec la nature, c'est une action vraiment joyeuse. C'est-à-dire que quand on vit ça comme une contrainte, on dit c'est parce qu'il y a une incitation fiscale ou une loi ou un truc, on est sûr de rater. Mais regardez, reprenons mes histoires de vers de terre. Moi, j'ai un vermicomposteur chez moi. Je fais la pub ce soir pour les vermicomposteurs. D'ailleurs, vous allez être obligés d'en avoir, puisqu'à partir du 1er janvier 2024,
les ménages et les collectivités vont être obligés de trier à part les déchets organiques, ce qui est quand même la moindre des choses. C'est complètement grotesque de jeter des épluchures dans une poubelle noire qui vont ensuite être brûlées. C'est absurde. Donc tout ça, c'est évidemment, c'est un cycle. Et cette nourriture, ces déchets doivent revenir à la terre, être transformés en terreau, etc. Bon bref, donc moi j'ai un vermicomposteur. C'est pas une contrainte horrible pour moi d'aller mettre mes déchets au vermicomposteur. Il faut regarder où en sont les vers, si ils ont bien digéré ce qu'on leur a donné, s'ils n'aiment pas les agrumes, enfin bon. Mais c'est très drôle de faire ça en fait, c'est très marrant. Si on fait ça en se battant la coulpe, en disant je dois faire ça pour sauver la planète, on le fera mal, on le fera pas, c'est pas bon. Il faut faire ça parce que c'est drôle. Et en fait, la plupart des actions qu'on peut entreprendre à titre personnel, sur le plan écologique, sont des actions qu'il faut voir comme pleines de vie. Et la vie, ça rend heureux, voilà. Donc ça vous rend plus heureux. Et donc il faut commencer par là. Et moi j'aimerais que les écologistes qui ont raison sur plein de sujets, de condamner telle ou telle chose, mais j'aimerais qu'ils nous parlent aussi du chant des oiseaux, enfin de choses qui peuvent paraître un peu plates ou ridicules, mais qui nous montrent en fait la beauté de cette réalité-là, produite de centaines de millions d'années d'évolution naturelle. Et puis ça remettra les choses à leur place. Et puis après, on peut faire des discours sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment réorienter les comportements. Mais je pense qu'il faut commencer par cette ode un peu poétique aux choses qui nous environnent. Et dans une page de ce livre qui est parfois très, très acerbe et très critique envers de nombreuses facettes de l'écologie, qu'elles soient radicales, voire violentes. Enfin, on ne va pas révéler la fin de votre roman, mais j'aimerais lire ce petit passage. Vous parlez des bobos écolos lecteurs de Libé qui n'ont jamais mis les pieds à la campagne, et qui, voilà, par ailleurs, sont des porte-parole de l'écologie. Donc vous semblez aller vers une vision peut-être plus existentielle. Je ne sais pas si le terme vous conviendrait de l'écologie. Vous nous avez confié pendant votre conférence vivre en Normandie, alors que vous avez sans doute eu avant un mode de vie plus urbain. Et est-ce que vous... c'est aussi ce choix de vie personnel qui informe votre vision philosophique de l'écologie aujourd'hui, ou vos doutes, comme vous l'avez dit. Oui, j'ai toujours mêlé mon expérience, mes récits, ma vie à ma pensée, si je puis dire, enfin en tout cas aux ouvrages que j'écris, ça c'est sûr. Après, j'imagine que, et encore une fois, je n'ai pas toujours des idées très arrêtées ni très documentées sur la question, mais mon intuition, c'est que nous allons vers un exode urbain fort, mais que pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, si on veut sauver nos sols, notre humus et la vie sur Terre, il faut faire passer tout en bio. Voilà, c'est simple, il faut plus d'intrants chimiques et plus de labour profond. C'est les deux seules choses. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, agroforesterie, permaculture, agroécologie, agriculture régénérative, enfin il y a plein de choses qui sont inventées partout, mais les deux piliers de ce temple-là, c'est pas d'intrants chimiques, pas de labour profond. Après, faites ce que vous voulez. C'est tout à fait possible de le faire, c'est absolument possible de le faire. Moi, mon voisin en Normandie, il est tenu en bio depuis 40 ans, en polyculture élevage. Comme il dit, les champs sont un peu sales, voilà, parce qu'il y a des coquelicots et des bleuets. Enfin bon, ils ne sont pas sales en fait, ils sont riches et ils ont peut-être un peu moins de rendement. Mais aujourd'hui, si dans la Beauce, vous arrêtez d'un coup les engrais, c'est pas que vous avez un peu moins de rendement, vous avez zéro rendement, zéro. Aujourd'hui, ces sols sont des étagères sur lesquelles on verse des produits chimiques c'est quasiment de la culture hors sol, pour faire pousser des plantes aux valeurs nutritionnelles très contestables. Tout ça pour dire qu'on peut faire ça, mais ça demande une chose, très concrètement, ça demande de la main-d'œuvre. Et donc, pour avoir cette main-d'œuvre, il va falloir des gens qui travaillent à la campagne. Et ça tombe bien, puisque dans les sondages, 50-60% des urbains nous disent qu'ils n'en peuvent plus de la ville et qu'ils n'ont qu'un seul rêve, c'est d'aller vivre à la campagne. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'on arrive à créer, y compris des politiques publiques, qui permettent de faire ça. Parce qu'en termes d'aménagement du territoire, de services publics, de droit du travail, etc., tout a été fait pour la ville, au fond, et pour tirer les gens vers la ville ou la grande métropole régionale. Et donc, pour réirriguer les campagnes, alors, s'il ne s'agit pas de revenir en arrière, parce qu'on va le faire justement avec les technologies
qu'on a, on va le faire différemment. Maintenant, il y a en plus une littérature scientifique sur justement les cultures non chimiques qui est très riche et étoffée. Mais voilà, je pense que le mouvement il va aller dans ce sens-là, et tant mieux. C'est d'ailleurs Arnaud Montebourg qui avait la seule bonne idée de la dernière campagne présidentielle. Il avait dit il faudrait que l'État rachète tous les logements vacants, 2 millions de logements vacants dans les campagnes aujourd'hui, et les redistribue gratuitement aux gens, comme c'est le cas dans certaines villes italiennes, en échange de travaux de rénovation. C'est une bonne idée. Il y a plein de bâtiments en pierre qui existent, qui ont une âme et qui ne demandent qu'à être habités. Vous avez dit au début de votre intervention que vous aviez rencontré la nature. Je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée. En 2021, vous avez publié ce livre épais qui s'appelle « Notre vagabond de liberté », dans lequel vous racontez cette expérience assez insolite et originale, lors de laquelle vous êtes parti sur les traces de Montaigne à cheval, en France et dans une partie de l'Europe, je crois en Allemagne et en Italie. Est-ce que ce voyage a été fondateur pour vous dans votre rapport à la nature? Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Oui, d'ailleurs, quand je suis rentré, donc ça a pris 5 mois, et quand je suis rentré, je me suis dit, finalement, je n'ai pas tant changé que ça. C'est-à-dire, très vite, j'ai repris mes habitudes quotidiennes. Et au bout de 2 jours, j'étais de nouveau dans la société, quoi. Et en fait, c'est maintenant, rétrospectivement, que je m'aperçois à quel point il m'a profondément changé. Parce que, un peu comme chez Taureau, d'abord, c'est une expérience de dépouillement très forte, mais ça que connaissent tous les marcheurs, tous les gens qui font du vélo, vraiment tous les gens qui se baladent, on n'emporte que le nécessaire. J'avais 10 kilos de bagages pour mettre sur le dos de ma jument, et je me suis aperçu au bout de 5 mois qu'en fait j'aurais pu tenir 5 ans avec ces 10 kilos-là, que tout était bien pensé, mais que j'avais besoin de très peu. Par ailleurs, le cheval est un animal formidable pour aller au contact de la nature et des gens. Des gens d'abord parce que les gens vous viennent en aide. Vous avez toujours un problème quand vous êtes à cheval, les gens vous accueillent. C'était le but de mon voyage et ça marche. C'est absolument incroyable dans une société qu'on dit individualiste, repliée, etc. Mais vous arrivez avec un cheval dans un village, une banlieue, même une ville, et les gens viennent vous parler et vous offrent de l'aide, de l'argent, des médicaments. Enfin, c'est assez fabuleux et ça s'est passé pendant 5 mois sans discontinuer. Donc je pense que ce n'est pas un fantasme personnel. Et donc j'étais accueilli et j'avais cette relation aux gens qui était la relation du vagabond. C'est pour ça que le livre s'appelle « Notre vagabond de liberté », qui est une jolie expression de Montaigne. Et le vagabond, en fait, il avait un rôle social après-guerre, jusqu'à l'après-guerre. Il y avait d'ailleurs une définition légale du vagabond, c'est celui qui avait moins de 10 sous en poche. Donc c'était pas le mendiant, le vagabond, c'était celui qui avait choisi de vivre en nomade, qui allait de ferme en ferme, qu'on accueillait. Il y avait toujours l'écuelle pour le vagabond, et on lui racontait tout. Il racontait des histoires, mais aussi on lui racontait tout. C'était un psychanalyste ambulant. Et puis la deuxième chose que le cheval ouvre, c'est la nature, parce que pour une raison très concrète, c'est que l'odeur du cheval couvre l'odeur de l'homme. Et que le cheval n'est pas un prédateur dans la nature. C'est un herbivore, c'est une proie. Et donc les animaux ne sont pas inquiétés par la présence du cheval. Et donc vous vous approchez beaucoup plus près que quand vous êtes à pied, et l'écureuil ou la biche vous voit, vous cavalier, au dernier moment, quand vous êtes à 3 mètres. Et le cheval est un peu celui qui vous invite en fait dans la nature, comme celui qui vous invite dans une soirée. Et c'est vrai que quand vous vous promenez en forêt à pied en tant qu'être humain, vous voyez assez peu d'animaux. Mais quand vous êtes à cheval, vous en voyez beaucoup plus. Et donc tout d'un coup, vous vous rendez compte, de manière très concrète, visuelle, du tissu de vivant extraordinairement dense dans lequel vous intervenez en laissant assez peu de traces. Est-ce que c'est lors de ce voyage que vous avez découvert les vers de terre ou leur importance pour nos sols, ou est-ce que c'était après? Les vers de terre, c'est un peu après. Précisément quand j'ai emménagé, que j'ai essayé de faire un potager, qui est une catastrophe d'ailleurs totale. Si j'étais gentil avec moi-même, je dirais que c'est de l'agroforesterie, parce que ça pousse n'importe comment. Mais non, mais je les ai vus dans le sol, et j'ai été frappé parce qu'ils sont adorables. Et surtout, ils sont très variés. Vous en avez des tout petits, des très grands, des rouges, des marrons. Et puis, ils se comportent différemment. Il y en a qui se recroquevillent, il y en a qui rentrent dans le sol, il y en a qui s'étendent comme ça, qui prennent un bain de soleil. Enfin, et donc, j'ai été assez frappé de cette diversité. Et j'ai commencé à me renseigner. Et j'ai été frappé par une deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien dans
la philosophie, la littérature ou même les ouvrages grand public, il n'y a rien sur un animal aussi important qui est le ver de terre. Et alors d'abord, en tant qu'écrivain, quand on tombe sur un sujet dont personne ne s'est jamais emparé dans l'histoire de la littérature, bon, on ne le lâche plus. Et puis, c'est aussi un sujet dont il est facile de faire le tour, parce que vous avez une Bible sur le ver de terre, des vers de terre et des hommes de Marcel Boucher, et quand vous allez sur YouTube et que vous regardez des vidéos de vers de terre, vous apercevez que YouTube peut avoir une fin. C'est-à-dire qu'au bout de 22 vidéos, YouTube dit c'est fini. Il n'a plus, vous n'êtes pas dans le... Et donc j'ai trouvé tout cet univers assez extraordinaire. Et encore une fois, j'ai réalisé le fourmillement de ce qui est sous nos pieds et qu'on ne regarde jamais. Et je me suis dit, voilà, si je veux faire un roman sur... Parce que c'était ça le but quand même, c'était de faire un roman sur l'écologie qui était l'écologie ici et maintenant. Donc, très réaliste. Deux idéalistes qui font face à toutes les contraintes qu'on peut imaginer, tous les problèmes qu'on peut imaginer. Partir des sols, un, c'est fondamental, humus, humain, etc. Mais deux, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes écologiques qui sont des problèmes très complexes. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une voiture électrique ou une voiture thermique? Ça dépend de la taille de la voiture, ça dépend du mix énergétique dans votre pays. Enfin, souvent, on est perdu, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Je rappelle que celui qui a inventé les sacs plastiques, il l'avait fait pour des raisons écologiques, pour sauver les arbres. Donc, des fois, il y a tellement de facteurs. C'est ce que je disais sur les biens communs au début. Il y a tellement de facteurs que vous ne pouvez même plus calculer les externalités. Au moins, avec les sols, c'est simple. C'est évident qu'il faut des sols en bonne santé, fertiles, que la production d'alimentation, mais de vie sur la planète en dépend. Donc, c'est un point d'entrée dans la question écologique qui est original, mais surtout qui est évident, non contesté. Il n'y a pas d'opposants qui vous disent non, il faut appauvrir les sols. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comptez prolonger ce travail sur cette réflexion et cette créativité aussi sur l'écologie aujourd'hui avec un essai ou pas du tout? Oui, alors c'est compliqué la question de l'essai, mais je ne veux pas faire au stade où j'en suis une espèce de système qui... et finalement, c'est facile de faire un système qui donne les grandes raisons de tout, qui trouve toutes les objections, qui répond aux objections, qui construit les arguments, les contre-arguments. C'est une technique et une forme de malhonnêteté. Condillac, au XVIIIe siècle, avait écrit un traité contre les systèmes en disant tout ce qui est système, au fond, est faux, parce qu'un esprit humain l'a produit. Comment est-ce que vous pouvez prétendre trouver une vérité dans un système logique? Mais, quand même, justement, j'ai envie de construire un essai, je suis déjà en train de le faire, donc je peux vous le dire, qui est une sorte d'anindum à humus sur le rapport des philosophes au sol. Donc, par exemple, les arbres de Locke, mais aussi les haricots sauvages de Thoreau, l'humus d'Élisée Reclus. Enfin, bon. Donc, trouver dans les grands ouvrages de philosophie, là où le philosophe parle du sol ou de la culture, ce qui est assez rare d'ailleurs, et comprendre quelle vision du monde, au fond, il en découle, et ce que ça nous dit aujourd'hui. Voilà. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt prolonger une réflexion, mais qui, pareil, reste assez ouverte avec des entrées différentes. Vous avez, parmi vos premiers livres, publié un ouvrage sur Gilles Deleuze, qui, comme vous devez le savoir ici, est à l'origine de cette expression de pop philosophie. Donc je voulais savoir ce que vous inspirait ce concept de pop philosophie. Est-ce que vous définiriez comme un pop philosophe? Est-ce que le fait d'écrire sur les vers de terre ou de traverser l'Europe à cheval fait de vous un pop philosophe? Bon, moi, ce que j'ai envie d'être, c'est vraiment un philosophe pratique. Et donc, parce que je pense que c'est plus honnête. C'est pas de la philosophie au rabais, ni d'un exercice de pédagogie. Je pense que c'est la vraie philosophie. Ce que faisait Socrate, ce n'était pas des concepts et des cours sur les auteurs qui l'avaient précédé. Socrate se baladait dans la cité et parlait aux gens. Et c'est un peu ce que je fais. Je parle aux gens, j'essaye de faire un peu... Enfin, je m'essaye moi-même. Et pour moi, c'est ça la philosophie. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord, mais j'avais été d'ailleurs très influencé par le petit livre de Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes, qui a marqué d'ailleurs la rupture de Jean-François Revel avec la philosophie académique, où il explique qu'aujourd'hui, la philosophie est devenue un commentaire de philosophie académique, où d'ailleurs il dénonce le fait qu'elle soit totalement coupée des sciences, coupée de l'expérience pratique,
Et bon, voilà, donc ça, je partage ça. Et s'agissant du pop, bon, je pense que Deleuze, il blaguait un peu quand même. D'ailleurs, pour avoir écrit sur Deleuze, maintenant, j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de Deleuze, parce que je trouve que souvent, il invente des concepts. C'est ce qu'il dit, hein, la philosophie, c'est la création de concepts dans son dernier livre. Enfin bon, il invente un peu trop de concepts, hein, je trouve, parfois. Et pour moi, la philosophie doit être simple, pas, encore une fois, pour vulgariser, mais parce que si elle n'est pas simple, elle est fausse, au fond. Et que c'est plus dur de faire quelque chose de simple, on prend plus de risques. Dès qu'on crée des mots, dès qu'on crée des grands concepts, on intimide les gens. Et donc on crée quasiment un rapport de force. Et puis ensuite le besoin d'avoir des interprètes, des professeurs qui viennent décrypter la parole du philosophe. Non, je pense que le philosophe doit s'exprimer de manière compréhensible par tout à chacun, parce que c'est au cœur de la philosophie de pouvoir parler aux hommes. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une science humaine, une science molle, ce n'est pas une science du tout en fait. Et pop, peut-être que ça veut simplement dire de pouvoir s'emparer de tout objet. D'ailleurs, Deleuze parlait des rhizomes, hein, pour rester dans le sol. Donc là, bon, je veux bien, pourquoi pas pop, mais surtout en chemin. Voilà, en chemin. Dans Humus, vous dites, vous l'avez un peu dit autrement tout à l'heure, regardez moins au-dessus de nos têtes que sous nos pieds. Est-ce que finalement ce ne serait pas une définition possible de la pop philosophie? Oui, si on veut. En tout cas, regardez ce qui vit. Et même Aristote était fasciné par l'ordre du cosmos. Parce que voilà, l'ordre du cosmos, c'était un ordre régulier. Et puis dès qu'on descendait dans la société humaine, c'est le bordel. Et donc pour lui, c'était un peu quand même en dessous. Hein. Ce qu'il y avait de plus noble, c'est quand même l'ordre du cosmos. De même que quand il divise l'âme en plusieurs strates, hein, intellective, sensitive, et puis je ne sais plus quoi, perceptive peut-être, ben voilà, c'est l'intellective qui est la plus noble. Et je pense qu'en fait, c'est toute cette hiérarchie qu'il faut renverser. Parce que cette hiérarchie, d'ailleurs c'est Hayek qui critiquait justement Aristote pour ça, en disant mais non, il y a un ordre qui n'est pas l'ordre du cosmos, l'ordre réglé, qui est l'ordre spontané. L'ordre spontané, c'est l'ordre que la vie se donne, que le chaos se donne peu à peu, parce que des longs phénomènes sur des millions d'années d'évolution naturelle font émerger une régularité de phénomènes complètement hasardeux, de divergence, voilà. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est cet ordre spontané-là, c'est l'ordre spontané de la vie, qui échappe par définition et à la règle et à la norme. La liberté de la vie, on pourrait dire. Et voilà, et donc on retombe sur nature et liberté, vous voyez. Ben, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Ah, là, ouais, monsieur au 3e rang. Attendez, on vous apporte un micro. Ah, ok. Oui. Merci. Oh là, oui. Merci beaucoup déjà parce que c'était très revigorant. Mais j'ai fait un petit peu jouer les rabat-joie. Peut-être que vous allez rabattre mon rabat-joie, ce que j'espère. C'est que si on en est arrivé, c'est que ça devait se passer comme ça. Et quand vous reparliez tout à l'heure des communautés plus ou moins autosuffisantes, enfin je ne sais plus les termes que vous aviez utilisés. Vous parlez de Socrate à l'instant, et dans La République, quand il construit la cité, il nous démontre que la cité n'est pas autosuffisante, parce que, bon, je ne vais pas refaire tout le, mais à un moment donné, on invite le guerrier, parce qu'on va devoir aller chercher les ressources dans la cité d'à côté. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas de relancer la machine en fonctionnant comme ça, la nature humaine étant ce qu'elle est. Et pour rebondir après un petit peu sur ce que disait M. Changeux tout à l'heure, qui à mon avis était un petit peu lié, quand il parlait d'un conseil d'éthique mondial, la nature humaine étant ce qu'elle est, ce conseil d'éthique de droit et de devoir aurait du pouvoir, sinon il ne sert à rien, et dès qu'il y a du pouvoir, il y a des gens plus ou moins sociopathes qui arrivent. Et à ce moment-là, un système mondial organisé pourrait devenir un cauchemar. Parce qu'il n'y aura
là, vraiment, il faudra aller avec Thomas Pesquet sur Mars pour se tirer d'affaire si ça tourne mal. Donc, connaissant la nature humaine, comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a en fait un édifice qui est tellement sophistiqué, on a l'impression qu'on a une espèce de mikado, où dès qu'on bouge un petit truc, tout s'effondre. Et évidemment, quand ça s'effondre, c'est pas Elon Musk qui va en pâtir le plus. Oui, moi je trouve d'abord que les comités éthiques mondiaux posent quand même une question de légitimité démocratique très forte, hein, y compris les comités d'éthique nationaux d'ailleurs, parce que c'est quand même des experts et des savants qui s'assemblent pour nous décider des normes selon lesquelles on doit vivre nous. Donc vous avez compris que ce n'est pas franchement ma vision. C'est que moi, plus on peut déléguer la fabrique de la norme au niveau le plus local, plus je suis content. Alors je ne dis pas que c'est possible pour tout, que ça va se faire demain, mais d'aller vers plus d'autonomie et plus de subsidiarité me semble un chemin souhaitable, y compris pour résoudre les grandes questions géopolitiques qui, au fond, disparaissent un peu par évanescence à partir du moment où l'État-nation n'est plus la seule référence de la vie politique. Moi, j'ai été très impressionné par, je parlais des reportages que j'ai faits précédemment, les assemblées directes de démocratie directe en Suisse, dans les cantons. J'ai été voir à Glaris l'assemblée annuelle où vous avez 20 000 Suisses qui débattent sur la place du village des normes qui vont se donner pendant un an et qui sont assez substantielles, qui concernent les salaires des fonctionnaires, les vacances, la construction de maisons de la culture, une nouvelle route. Enfin, c'est pas rien. C'est pas du tout, disons, folklorique. Et vous avez 20 000 personnes assemblées dans le silence, sous la pluie, pendant 12 heures, avec les enfants autour de la tribune du Landdamann, qui sont là pour regarder la démocratie à l'œuvre. Et le Landdamann, c'est-à-dire le maire, qui n'est là que pour exécuter la volonté populaire et pas du tout pour donner son avis, il est là pour dire ça aura telle conséquence, ça aura telle conséquence, ça aura telle conséquence. Maintenant, vous choisissez. Et ma seule responsabilité à moi, c'est pas d'avoir pris une bonne ou mauvaise décision, c'est d'exécuter la décision que vous aurez prise vous. C'est incroyablement responsabilisant. Ça se fait dans un silence absolu, sans applaudissements ni sifflets. Enfin, c'est incroyable. Et je ne pense pas que les Suisses soient plus vertueux culturellement que les Français. Pas du tout. C'est juste que ces systèmes de votation sont apparus après les luttes contre les Autrichiens, parce que pour eux, c'était synonyme de liberté. Puisque c'est plus les Autrichiens qui nous donnent la loi, qui c'est qui va nous la donner? Nous-mêmes. Et c'est un système d'incitation. Vous dites la nature humaine, c'est vrai qu'elle est pareille partout. Alors il faut la mettre dans un système d'incitation qui, disons, en fasse ressortir ce qu'elle a de meilleur. Et je pense que le système d'incitation dans lequel on est aujourd'hui, très vertical, très bureaucratique, il fait au contraire ressortir ce qu'on a de pire. Il met les gens en opposition perpétuelle par rapport à la norme, par rapport au pouvoir, et dans un état de révolte très irresponsable, mais on se comporte comme des enfants parce qu'on est pris comme pour des enfants, et puis c'est un cercle vicieux. Donc, cette idée de responsabilisation, au-delà même de la question environnementale, mais sur le plan politique, et de descendre les décisions au niveau local me semble primordial. Et ça passe par des choses très concrètes. Aujourd'hui, par exemple, les lois de... Voilà, là je passe vraiment sur le plan de la politique publique française. Depuis 20 ans, vous avez la possibilité d'avoir des référendums locaux. C'est dans la Constitution. Mais c'est à l'initiative de l'exécutif, c'est-à-dire du maire. Vous savez combien il y en a eu en 20 ans? 50. 50 sur le territoire français. Bon, si on faisait comme en Espagne ou en Italie, où à partir d'un certain seuil, de signataires de pétitions, etc., vous avez des référendums automatiques et qui ont valeur réglementaire, il y a plein de questions, en fait, qui disparaîtraient de la sphère de l'espèce de grande marmite nationale pour trouver des réponses et des expérimentations et parfois des erreurs au niveau où ça doit se passer. Donc, voilà, ça c'est... et puis c'est très tocquevillien aussi. Tocqueville disait que la démocratie, ça prend avant tout... c'est d'abord et avant tout un apprentissage local. C'est là qu'on apprend l'art du compromis, l'art... et puis après, on passe... Les Suisses ont fait 3 siècles de démocratie en canton avant de passer à la votation au niveau national au XIXe siècle, comme s'il fallait apprendre ça. Vous avez commencé par un discours très humble en disant que vous n'y voyez pas forcément très clair sur les 2 options possibles qui apparaissent dans votre livre et que je lirai avec plaisir. Mais la question que j'ai, c'est, on a bien compris quand même qu'il vaut mieux être redevenir un peu sauvage et joyeux que de se laisser aller à la planification et l'incitation fiscale négative, etc. Et donc, quelles seraient vos premières décisions si jamais vous reveniez sur l'idée de devenir président, ou si vous l'étiez, ou si vous aviez la possibilité d'influer sur les grandes décisions politiques, puisque c'est quand même la philosophie pratique aujourd'hui, c'est
on est quand même assez nombreux à se dire on ne va jamais s'en sortir de ces grands problèmes climatiques, etc. Voilà. Donc, quelles seraient vos grandes décisions ? Alors, je vais vous dire de manière un peu provocatrice, je vais vous citer la réponse à cette même question qu'ont fait Lydia et Claude Bourguignon. Vous voyez qui c'est, les Bourguignons ? C'est deux agronomes qui sont partis de l'INRA dans les années 70 justement parce qu'ils considéraient que les institutions ne prenaient pas assez au sérieux la question des sols et qui depuis font des profils de sols et se sont spécialisés dans l'analyse des sols et la reconstitution des sols. Et ils ont fait d'ailleurs une vidéo géniale sur Thinkerview il y a 6 mois que je vous conseille. Et à un moment donné, le gars leur pose la question, quelle serait la première mesure politique que vous prendriez ? Et ils répondent, arrêtez le tout à l'égout. C'est incroyable, non ? Mais en fait, aujourd'hui, ce que vous expliquent les agronomes, c'est que pour que la France vive en bio, il manque quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, même les agriculteurs qui sont en bio, vous savez bien qu'ils ne sont pas autonomes. Ils achètent de la matière organique, même si elle-même est bio, etc., pour nourrir leur sol. Il manque quelque chose, et ce qui manque, en fait, c'est les déchets humains. Victor Hugo, quand il écrit Les Misérables et qu'il décrit les égouts de Paris, dit « c'est terrible, tout ce qu'on va perdre ». Cet or noir qui s'en va. Encore une fois, au XIXe siècle, l'or noir, il est récupéré par les maraîchers, par des gens qui en vivent, et il est redonné aux agriculteurs, aux maraîchers de la petite couronne. Vous voyez bien qu'il manque quelque chose pour faire le cycle. Il manque le déchet humain. Et puisqu'on parlait des Suisses, après avoir écrit mon livre, et là vous allez voir, du coup, je propose une solution politique, parce qu'après avoir écrit mon livre, j'ai une Suissesse qui m'envoie un email en disant « Formidable ce que vous dites sur les vers de terre. D'ailleurs, dans mon village, on est une centaine d'habitations, voilà les rapports scientifiques, etc., qu'on a fait sur notre expérimentation. On a mis en place un espèce de grand vermicomposteur, donc plein de vers de terre, et puis on a relié toutes nos toilettes au vermicomposteur. Donc c'est des toilettes, il y a une sorte de tout à l'égout, si vous voulez, c'est des toilettes avec moins d'eau simplement, mais avec quand même un peu d'eau pour évacuer. Et bien ça marche. On en fait du terreau, et puis le terreau on le redistribue aux agriculteurs de la commune, et puis voilà, tout le monde est content. Et je dis bravo. Et j'ai parlé de ça à la ministre du développement de, je sais plus quoi, la transition énergétique, qui me dit ah bah oui, mais on a demandé à l'ARS, c'est pas possible en France. C'est trop dangereux, il y a des risques sanitaires, les gens mangent des cochonneries et tout ça. Et donc là, vous voyez aussi qu'il y a une question politique sur la décentralisation. Parce que je ne vois pas pourquoi ça marcherait en Suisse et ça ne pourrait pas marcher en France. Mais parce qu'en Suisse, le village, il a le droit de faire ça. Il a le droit d'essayer ça. Et puis après, il prend ses risques. Il fait ses analyses sanitaires et puis les gens sont d'accord, ils votent là-dessus, ils décident de prendre leurs risques. Peut-être que ça ne marcherait pas, mais là, ça a marché. Donc il y a cette histoire des déchets qui est très intéressante, qui est intéressante intellectuellement aussi, parce qu'en fait, une grande question du problème, c'est ce que je disais sur Locke et le gaspillage, vient du déchet qu'on produit en permanence et qu'on ne sait pas retraiter, mais y compris nos propres déchets, en fait, qui manquent au système. Et il y a quelque chose de très responsabilisant dans l'idée de comprendre ce que c'est qu'un déchet et de ne pas le laisser s'évanouir dans les égouts, dans la nature. Et il y a aussi cette idée de l'expérimentation politique locale. Donc voilà ce que je répondrais un peu en pied de nez, mais quand même, arrêtons le tout à l'égout. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous.